2 heures, une première heure sur l'examen clinique du lapin, une seconde heure sur l'examen clinique du furet. On va commencer par le lapin parce qu'en fait le lapin ça représente 50% des consultations AEI qu'on reçoit à l'école. Donc en fait c'est une espèce extrêmement importante à prendre en charge en termes de médecine et de chirurgie des AEI parce que c'est une espèce qui est très très répandue en captivité. C'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent en consultation avec des dominantes, on va voir au niveau pathologique qui sont essentiellement dentaires et digestives. Donc là le but du cours c'est de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez les prendre en charge l'année prochaine quand vous arriverez, pour ceux qui font une 5A carnivore, quand vous les recevrez pendant votre rotation AEI en consultation. Alors en fait l'examen clinique du lapin, globalement la consultation du lapin suit globalement les mêmes étapes que celles des carnivores domestiques. C'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par refaire un recueil de l'anamnèse et des commémoratifs. Alors là c'est extrêmement important à prendre en compte chez le lapin et d'ailleurs chez beaucoup d'autres NAC. Parce qu'en fait globalement il y a énormément de problèmes médicaux qui découlent de problèmes d'alimentation et de maintenance. Donc, et globalement l'alimentation c'est très très important à prendre en compte, on va voir chez le lapin, parce qu'une mauvaise alimentation ça va avoir des répercussions à plein de niveaux. Niveau dentaire, digestif, urinaire, prise de poids. Il y a également, alors l'examen clinique c'est pareil, il se divise en deux temps. D'abord un examen clinique à distance et puis après un examen clinique rapproché. On va successivement regarder les différentes parties au niveau de l'animal. Alors globalement en fait le lapin de compagnie c'est ni plus ni moins que la forme domestique du lapin sauvage et les races qu'on va trouver en animalerie, alors c'est essentiellement des races sélectionnées pour avoir des petits gabarits et donc pouvoir être élevés facilement en maison ou en appartement. Donc ce qu'on va surtout trouver c'est du lapin nain, donc en gros c'est des lapins qui vont faire en moyenne un poids de 1,5 kg environ, ça va de 1 kg à 2 kg. Après on trouve des extra nains, donc là c'est vraiment des nains encore plus petits, donc là c'est des lapins qui vont faire 800 à 900 grammes et pour les plus gros, on va trouver les lapins béliers, alors qui sont quand même des lapins béliers nains, qui sont en fait des lapins qui vont faire à peu près un poids moyen de 2,5 kg. Donc c'est le lapin que vous avez sur la photo du milieu là, avec les oreilles tombantes. Alors de temps en temps, on rencontre des races d'élevage, donc vraiment des races qui ne sont pas à la base destinées à être élevées pour l'agrément. Alors on peut avoir les géants des Flandres, les fauves de Bourgogne, ou parfois carrément des lapins de Garenne que les gens ramassent dans la nature et puis amènent à faire soigner pour telle ou telle raison. Alors là, c'est ce que vous avez sur la photo de droite. Alors ce qu'il faut retenir en fait c'est que le lapin c'est un animal de petit gabarit avec une croissance dentaire qui est continue au niveau de toutes ses dents, que ce soit incisive, prémolaire ou molaire, et qui a un tube digestif de grande taille avec une flore qui est très développée au niveau du cécum et qui lui sert en fait à digérer les fibres digestives, les fibres alimentaires. Donc globalement c'est un animal qui va se dégrader très rapidement quand il est malade. Mais ça, c'est un point commun avec la plupart des autres petits mammifères qu'on a en consultation. Et puis surtout, c'est un animal chez qui vont prédominer largement les problèmes dentaires et digestifs du fait de leur anatomie et de leur physiologie particulière à ce niveau-là. Alors vous verrez l'année prochaine, pour ceux qui font la 5A carnivore, on a des fiches en fait de consultation spécifiques pour les lapins et les rongeurs qui permettent de faire un recueil assez précis de l'anamnèse et des commémoratifs et notamment de toute la partie alimentaire. Au niveau de l'examen clinique rapproché, alors globalement on le divise en 3 temps. Le premier temps c'est l'examen de la face. Donc en fait les lapins ils font beaucoup de maladies ORL et beaucoup de maladies oculaires. Donc en fait c'est très important déjà de commencer par un bon examen de la face. Ça permet d'aller vérifier la cavité buccale et les dents. Ça permet de vérifier en gros les yeux, les narines et puis les conduits auditifs. Ensuite une fois que l'examen de la face est terminé, on passe à l'examen du corps. Donc en gros examen du tégument, des poils, des fanères, auscultation et puis palpation abdominale. Et puis en fait à la fin on termine par la région périnéale. Donc c'est extrêmement important, on va le voir après, de bien regarder cette région-là. Alors c'est déjà d'une part pour vérifier le sexe. Et puis ensuite pour prendre la température, vérifier l'anus et vérifier que cette zone-là soit propre parce qu'elle est très sujette chez le lapin à des souillures de toutes sortes, urinaires, fécales, on va le voir. Donc c'est important de bien vérifier cette zone-là à la fin de l'examen clinique. Et ça permet également de vérifier le dessous des pattes pour rechercher une éventuelle pododermatite. Donc les commémos, alors classiquement, c'est vraiment les mêmes informations que celles qu'on va recueillir chez le chien et le chat. Donc on va demander la race, parce qu'il y a quand même quelques prédispositions raciales chez le lapin. Alors globalement, les races naines sont prédisposées aux problèmes de dents.
parce qu'elles sont sélectionnées pour avoir des individus de tout petits gabarits avec des têtes très écrasées. Et évidemment, ça va se répercuter sur la place qu'il y a au niveau de la cavité buccale pour arriver à loger les 28 dents du lapin. Donc globalement, les races naines sont prédisposées aux problèmes dentaires du fait de leur morphologie de tête qui est très très écrasée, avec des chanfreins très courts et vraiment des têtes très rondes, comme là vous avez sur la photo qui est présente sur le PowerPoint. Donc on demande évidemment le sexe parce qu'il y a des prédispositions sexuelles. Alors notamment, ce qui est important à savoir, c'est surtout par exemple pour les femelles. Les femelles, elles sont vraiment prédisposées aux tumeurs de l'utérus. Donc là, c'est important de savoir le sexe également, non seulement pour informer les gens, et puis aussi pour avoir une idée des pathologies qu'on peut rencontrer derrière. L'âge, évidemment, parce que des animaux âgés vont être plus sujets à faire des maladies dégénératives ou tumorales. Alors l'identification du lapin, c'est assez rare. C'est des animaux qui sont quand même assez rarement identifiés. L'identification n'est pas du tout obligatoire. Donc parfois ils sont tatoués par les éleveurs à la pince. Et puis éventuellement les gens peuvent les faire identifier par pose de puce électronique. Mais en fait c'est quand même assez rarement réalisé, sauf sur des lapins de grande valeur. Après, la date et l'âge d'adoption, l'origine, est-ce qu'il vient d'une animalerie, d'un élevage, d'un particulier, d'un refuge. Si c'est une femelle, l'écomémo au niveau de la reproduction. Est-ce qu'il y a eu des gestations antérieures, le nombre, la date, la taille de portée. Un truc important à prendre en compte, la vaccination. Donc les lapins, on les vaccine pour la myxomatose et la maladie hémorragique virale. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la VHD. Donc ça, c'est important à prendre en compte, notamment si c'est des lapins qui vivent en extérieur ou en clapier et qui peuvent être sujets à attraper l'une ou l'autre de ces maladies, qui sont mortelles à quasiment 100% dans les deux cas. Est-ce qu'il y a eu des traitements antiparasitaires externes et internes de réaliser, et les antécédents médicaux et les traitements en cours. Donc globalement, au niveau commémoratif et logement, alors on commence déjà par l'analyse en gros du logement et de l'environnement. Alors ce qu'il faut surtout vérifier en fait, c'est la qualité de la litière, parce qu'en fait il faut vous imaginer que ces animaux-là, ils sont en contact permanent la plupart du temps avec leur litière, et qu'une litière de mauvaise qualité, ça va leur générer la plupart du temps des pododermatites. Donc c'est important de vérifier s'il est sur copeaux de bois, sur chanvre, sur lin, sur serviette, sur dry bed. Enfin en gros, on va déjà vérifier essentiellement la litière, et après c'est surtout la taille de la cage et l'emplacement. Sachant qu'un lapin, normalement, ça doit pouvoir sortir de sa cage tous les jours. Un lapin qui vit en cage en permanence, et notamment parfois, c'est vraiment dans des toutes petites cages, c'est sûr qu'il va développer des problèmes soit de pododermatite, soit d'obésité, voire dans le pire des cas, les deux. Donc c'est important de vérifier que le lapin, il ait un accès régulier, enfin qu'il puisse sortir régulièrement de sa cage, qu'il ait un endroit sécurisé pour pouvoir sortir tous les jours et avoir une activité physique régulière. Et puis c'est important de vérifier l'emplacement de la cage. Est-ce qu'elle est dans une cuisine, est-ce qu'elle est dans un lieu de passage, est-ce qu'elle est dans un endroit où il y a des courants d'air, parce que tout ça, ces animaux-là, ils sont prédisposés aux problèmes respiratoires. Et autre chose à prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a des congénères ou est-ce qu'il y a d'autres animaux, parce qu'on a des zoonoses, on a des maladies qui peuvent se transmettre. Alors, on a d'une part des zoonoses qui peuvent se transmettre à l'homme, et on a d'autre part des maladies qui peuvent se transmettre entre animaux, et notamment au niveau des parasites externes. Par exemple, le lapin, il peut attraper les puces du chien et du chat. Donc c'est important de prendre en compte la présence éventuelle d'un chat qui ne serait pas traité à la maison et qui pourrait éventuellement transmettre des puces au lapin, même si le lapin vit en intérieur et qu'il ne va pas dehors. Donc en fait, c'est très important de prendre en compte la présence éventuelle d'autres animaux dans votre prise de commémoratif. Alors l'alimentation, ça c'est hyper important également, c'est peut-être vraiment la chose à retenir dans les commémoratifs, dans la prise de commémo, c'est vraiment l'alimentation. S'il y a une chose à vérifier, c'est ça. C'est encore plus important que le logement, du fait de l'anatomie et de la physiologie très particulière au niveau des dents et du tube digestif. Donc normalement, il faut que vous vérifiez que le lapin, il consomme des fibres à volonté tous les jours. Donc en fait, c'est du foin. Normalement, un lapin doit avoir du foin tous les jours à volonté dans sa cage. Si ce n'est pas le cas, il y a des chances qu'ils développent des problèmes dentaires derrière. Alors tout simplement parce que ces animaux-là ont une dentition qui pousse en permanence, et en fait pour compenser cette croissance permanente des dents, ils ont besoin d'user leurs dents en mastiquant des fibres, et vraiment des fibres. Donc il faut vraiment vérifier qu'il ait du foin et de la verdure, éventuellement des granulés. Et ce qu'il faut surtout éviter, c'est les mélanges de graines. Donc en fait dans votre prise de commémo, il faut vraiment vérifier: est-ce que le lapin a du foin en grande quantité, de bonne qualité, à disposition tous les jours et à volonté? Et est-ce qu'en parallèle, il est nourri avec d'autres aliments qui sont de type soit granulé, soit mélange de graines, qui sont moins adaptés pour la mastication?
Est-ce que le lapin reçoit des friandises, donc tout ce qui est bâtonné, sucré, aux céréales, etc., qui en fait servent à rien et sont purement à but commercial. Et puis, est-ce qu'il reçoit une complémentation minéralo-vitaminique éventuelle? Alors, parfois, ils sont complémentés avec des pierres minérales à ronger, en fait, qui servent à rien du tout, si ce n'est éventuellement à les prédisposer à faire des calculs urinaires, parce qu'on va le voir, les lapins, tout le calcium qu'ils ingèrent en trop dans leur alimentation, en fait, ils vont l'éliminer dans leurs urines. Donc, en fait, une alimentation trop riche en calcium, chez eux, ça va se répercuter sur leur appareil urinaire essentiellement, avec l'apparition de calculs. Au niveau de l'anamnèse, alors il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux carnivores. Globalement, on va recueillir les symptômes qui sont décrits par le propriétaire et leur date d'apparition, une éventuelle contagiosité aux autres animaux et puis à l'être humain. Et puis alors ce qui est très important à prendre en compte chez ces animaux qui sont herbivores et qui ont des transits digestifs permanents, il faut toujours demander est-ce qu'il fait encore des crottes? Est-ce qu'en fait il y a toujours des crottes? Et on doit toujours vérifier au moment de la consultation que l'animal fasse des crottes soit pendant la consultation, soit en effet pendant le transport depuis la maison jusqu'à la clinique dans sa boîte. C'est très important parce qu'un lapin qui ne fait pas de crottes pendant la consultation, c'est pas normal. Normalement c'est des animaux avec des transits permanents et ils doivent toujours en permanence, régulièrement dans la journée, faire des crottes. Un lapin qui ne mange pas ou qui ne fait pas de crottes depuis 24 heures, c'est toujours anormal et c'est toujours beaucoup plus grave que sur un carnivore parce qu'ils se détériorent beaucoup plus vite au niveau de leur appareil digestif que les autres animaux du fait de leur flore microbienne qui est très particulière. Et alors le lapin, il fabrique deux types de sels, donc des sels molles. C'est la photo en bas à gauche, donc on appelle aussi sécotrophes. Donc c'est des crottes molles qui sont fabriquées en grappe et que normalement vous ne voyez pas parce que le lapin les consomme directement dès que ça sort de son anus, dès la sortie de l'anus. Et après il y a les crottes dures qui sont elles vraiment les crottes fibreuses que le lapin ne consomme pas et qui elles sont éliminées dans la litière. Donc c'est important de vérifier que le lapin fabrique toujours bien des crottes dures et que normalement vous ne voyez pas les sels molles. Les sels molles normalement on ne les voit pas. On ne doit pas les voir au niveau de l'anus, ça ne doit pas se collecter au niveau de l'anus. Normalement, le lapin, il doit les consommer. S'il ne les consomme pas, encore une fois, c'est pas normal, c'est qu'il y a certainement un problème derrière. Pour les urines, une chose importante à savoir, c'est que le lapin, il fait de la porphyrinurie physiologiquement, c'est-à-dire qu'en fait, il élimine de façon parfois intermittente dans ses urines des pigments de porphyrine. C'est complètement physiologique et c'est très souvent confondu avec une hématurie par les propriétaires. Donc, c'est fréquent qu'on ait des gens qui s'inquiètent pour des urines colorées en pensant que le lapin a une cystite et qu'il fait pipi du sang. Et en fait, c'est pas toujours du sang, parfois c'est simplement de la porphyrine avec une pigmentation très marron, rouge, très foncée des urines. Donc là, c'est ce que vous avez sur la photo en bas à droite. Donc ça, c'est une coloration complètement physiologique des urines de lapin. Et elles ont souvent en plus un aspect très très épais et pâteux du fait des cristaux de calcium que le lapin élimine naturellement dans ses urines. Donc souvent, globalement, retenez que des urines de lapin, c'est souvent pâteux et marron, rouge foncé, et qu'en fait, c'est une couleur complètement normale. Alors, on commence l'examen clinique avec d'abord un examen clinique à distance. Alors, ça permet déjà de voir globalement l'état général du lapin, son comportement, sa locomotion. Est-ce qu'il y a éventuellement la présence de signes neurologiques? Est-ce que le port de tête est normal? Alors ça, c'est très important à vérifier parce que les lapins font fréquemment des syndromes vestibulaires qui peuvent avoir différentes origines, parasitaires, bactériennes. Donc ça, c'est très important de vérifier le port de tête déjà à distance pour vérifier qu'il n'y ait pas un syndrome vestibulaire gauche ou droit. On va vérifier en gros l'équilibre et la locomotion. Est-ce qu'il y a présence d'une ataxie, d'une boiterie, d'une parésie ou d'une paralysie des postérieurs? Ça également, c'est assez fréquent chez les lapins qui sont très sujets aux fractures des vertèbres lombaires. On va vérifier l'état général du pelage, on va chercher des zones d'alopécie, vérifier la présence éventuelle d'un prurite. Et on va regarder surtout la courbe respiratoire. Alors ça, c'est important à prendre en compte chez le lapin, parce qu'en fait, le lapin, il respire que par le nez. En fait, anatomiquement, il n'est pas conçu pour respirer par la bouche. Donc un lapin, et ils sont en plus très prédisposés aux problèmes respiratoires, et notamment aux problèmes de rhinite obstructive. Donc globalement, normalement, la fréquence respiratoire du lapin, c'est 33 à 60 mouvements par minute, et on va chercher globalement des signes de dyspnée, de polypnée. Alors une dyspnée intense chez un lapin, ça va se traduire par une respiration gueule ouverte. Donc là, une respiration gueule ouverte chez un lapin, c'est gravissime. C'est que généralement, là, il a une atteinte respiratoire, une obstruction respiratoire très grave. Donc là, généralement, c'est des lapins qu'il ne faut même pas examiner en première intention, qu'il faut d'abord oxygéner. Et puis, éventuellement, on va chercher une discordance, un tirage costal, etc., etc. Donc déjà, à distance, ça permet déjà d'apprécier le comportement du lapin, sa posture, son équilibre, de repérer tout un tas de petites choses éventuellement anormales. Les signes de douleur chez le lapin, alors c'est pas toujours évident à objectiver parce que ces animaux-là se plaignent pas. Donc ils font
pas de bruit, ou alors quand ils font du bruit, c'est que vraiment c'est une douleur ou un stress très intense, et auquel cas ils poussent vraiment des cris très aigus et très affolants. Mais habituellement, les signes de douleur chronique, c'est plutôt une prostration, un dos voussé, un lapin irritable qui ne va pas aimer être manipulé, ou éventuellement du bruxisme. Il y a des lapins qui vont grincer des dents, et ils peuvent avoir ça quand ils ont des problèmes dentaires ou digestifs. Ensuite, on passe à l'examen clinique rapproché. Donc, on sort le lapin de sa boîte et la première chose à faire, c'est la peser. Alors ça, c'est très important de prendre toujours un poids, le poids du lapin à chaque consultation, parce que d'abord, c'est des animaux de petit gabarit. Donc, ça veut dire qu'un amaigrissement sur un lapin, comme c'est une toute petite bête, ça a beaucoup plus de retentissement au niveau physiologique que sur un chien ou un chat. C'est-à-dire qu'une perte de 100 grammes sur un lapin d'1,5 kg, c'est plus grave qu'une perte de 100 grammes sur un chat, hein, c'est évident. Donc il faut toujours les peser, et par exemple en hospitalisation, c'est pareil. On les pèse toujours au moins une fois par jour, voire matin et soir, pour vérifier que le lapin n'ait pas perdu du poids d'un jour d'hospitalisation à un autre. Alors globalement, les poids moyens, c'est à peu près 1,2 kg, 1,6 kg pour les lapins nains. Donc moins d'1 kilo pour les extra nains, et les gros béliers, c'est généralement, donc comme celui que vous avez sur la photo de gauche, c'est environ 2 kg, 2,5 kg. Alors l'état d'embonpoint et l'état d'hydratation, c'est exactement comme chez le chien et le chat, c'est le pli de peau et l'enfoncement des globes oculaires pour l'état d'hydratation, et la palpation des côtes et du rachis pour l'état d'embonpoint. Donc là par exemple sur la photo en bas à gauche, vous avez un lapin en état d'amaigrissement assez important. Donc les côtes généralement, je ne sais pas si ça rend très bien sur la photo, mais globalement les côtes et le rachis sont très palpables, et voire même carrément visibles à l'œil nu à distance. Et pour l'état d'hydratation, on peut faire le pli de peau tout simplement, comme pour un chat. Donc on tire la peau et puis on vérifie la persistance ou non du pli de peau. Et puis l'enfoncement des globes oculaires quand il y a une déshydratation très intense. Alors l'examen des yeux, il est assez important. Alors déjà parce qu'il permet d'examiner les muqueuses oculaires et de vérifier qu'il n'y ait pas de pâleur qui pourrait signifier une anémie, de cyanose, d'ictère. Et ensuite l'examen ophtalmo, il est également important parce que les troubles oculaires chez le lapin, c'est très fréquent. On fait exactement le même examen ophtalmo que celui du chien et du chat, c'est-à-dire qu'on peut faire des examens à l'ophtalmoscope, des tests à la fluo, des tests de Schirmer, des mesures de PIO. Donc globalement, c'est assez superposable. Ce qu'il faut quand même juste retenir, c'est que le lapin, il a une cornée qui est très exposée et très étendue, donc qui est très sensible au trauma, au dessèchement, aux kératoconjonctivites sèches. Et puis, la deuxième chose à savoir qui est très importante, c'est que le lapin a un canal lacrymal qui part de la paupière inférieure pour déboucher au niveau du nez, et ce canal, il passe à proximité des racines dentaires, des prémolaires et des incisives maxillaire. Donc un lapin qui va avoir un problème dentaire au niveau d'une racine d'une incisive ou d'une racine d'une prémolaire, ça va très souvent se traduire par un épiphorat, parce que ces racines, quand elles vont se déformer ou s'abséder, vont faire protrusion au niveau du canal lacrymal, entraîner son obstruction, et donc secondairement ça va entraîner un épiphorat qui se caractérise par un écoulement au niveau du canthus médial. Ça peut être unilatéral ou bilatéral en fonction des atteintes. Donc globalement, un lapin qui vient avec un œil qui coule, il faut faire un examen dentaire, en plus d'un examen ophtalmo. Et a fortiori, si vous ne trouvez rien au niveau ophtalmo, c'est qu'il faut aller vérifier les dents, parce que très probablement qu'il y a un problème dentaire qui va se répercuter sur son canal lacrymal et entraîner un épiphorat. Il faut également penser à un problème dentaire quand vous avez des exophthalmies unilatérales. Donc là, c'est très facile à diagnostiquer, c'est souvent le motif de consultation. C'est un lapin qui arrive avec un globe oculaire en protrusion complète par rapport à l'orbite. Alors ça, généralement, dans la plupart des cas, c'est des abcès des racines des molaires maxillaires. Donc retenez qu'en fait, quand vous avez une atteinte des molaires, ça va vous entraîner une exophthalmie, et une atteinte des prémolaires ou des incisives, ça va vous entraîner un épiphorat. Donc en fait, des symptômes oculaires en fait sont pas forcément une étiologie oculaire, ça a plus souvent une étiologie dentaire pour ce qui est des épiphorats et des exophthalmies. Et lors de cataracte et d'uvéite, on va le voir, il y a un protozoaire du lapin qui peut entraîner des atteintes oculaires et également des atteintes neurologiques, c'est Encephalitozoon cuniculi, et il faut le mettre dans le diagnostic différentiel des cataractes et des uvéites chez le lapin, parce qu'il peut entraîner ces deux types d'atteintes chez cette espèce. Alors, on a à peu près tout et n'importe quoi en termes d'atteinte oculaire. Le lapin, il peut faire des bléphaриtes, des conjonctivites, des kératites, des ulcères, des uvéites, des cataractes. Donc en fait, la pathologie
en ophtalmo du lapin, elle est très vaste, parce qu'on peut avoir à peu près des types d'atteintes à tous les niveaux. Il faut quand même retenir qu'en fait les types d'atteintes les plus fréquentes, c'est des atteintes infectieuses. Et la plupart du temps, c'est des atteintes infectieuses bactériennes, et on trouve très fréquemment comme germe Pastorella multocida, qui est un germe qu'on retrouve dans énormément de problèmes infectieux du lapin, les rhinites, les conjonctivites, les abcès dentaires, les abcès cutanés. Donc globalement, on va pouvoir trouver chez le lapin des blépharites. Alors on peut avoir des blépharites bactériennes comme sur la photo en haut à gauche, des blépharites virales. En haut à droite, c'est un lapin qui avait la myxomatose, des blépharites fongiques lors de teigne, photo en bas à gauche, des blépharites traumatiques lors d'atteinte, lors de trauma et de morsures entre lapins, donc photo en bas à droite. On peut avoir des conjonctivites, alors ça c'est très souvent bactérien chez le lapin, avec très souvent des Pastorella multocida. On peut aussi avoir des conjonctivites traumatiques, là encore entre griffures de congénères, donc c'est la photo en bas à droite. Donc ça se diagnostique exactement de la même manière que sur un carnivore, hein. C'est en gros un œil rouge qui coule, une inflammation de la conjonctive. Donc en fait en termes de sémio oculaire, c'est exactement la même, hein. Donc il n'y a pas grand chose de neuf à ce niveau-là. Alors une particularité du lapin, c'est donc les épiforelles et dacryocystites. Donc voilà à quoi ça ressemble cliniquement. Donc généralement c'est un lapin qui arrive avec un écoulement séreux ou purulent au niveau du canthus médial, ça peut être unilatéral ou bilatéral, et donc généralement ça c'est un signe de dacryocystite, et cette dacryocystite elle est généralement d'origine dentaire. Donc il faut vraiment que vous suspectiez une atteinte dentaire maxillaire, prémolaire ou incisive sur un lapin qui arrive avec ce type de symptômes. Donc c'est-à-dire un œil qui coule et avec éventuellement des complications de pyodermite quand c'est des écoulements chroniques, avec des infections cutanées qui se développent par-dessus. Alors là, la démarche, globalement, quand vous avez un épiphora, c'est faire un bon examen ophtalmo. Si vous ne trouvez rien au niveau ophtalmo, faire un examen dentaire. Et en fait, on peut même pousser le diagnostic plus loin en cathétérisant le canal lacrymal. Là, on ne va pas détailler, mais on peut cathétériser en fait le canal lacrymal et injecter des produits de contraste pour faire en fait des dacryocystographies. Donc en fait c'est des colorations du canal lacrymal qui se font par injection d'un produit de contraste dans le canal. Donc c'est ce que vous avez sur la photo. En fait ça permet de diagnostiquer le lieu d'obstruction du canal. Puis alors ça a également un but thérapeutique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la radio, en fait vous pouvez flusher du sérum Phi à l'intérieur du cathéter pour déboucher les canaux. Donc c'est assez intéressant à faire. Là je ne vais pas détailler, mais en fait généralement la démarche sur un épiphora, c'est regarder les yeux, regarder les dents et éventuellement faire une radio de contraste pour aller localiser l'endroit où le canal est bouché. Les kératites et les ulcères, alors ça c'est très souvent bactérien et ou traumatique. Donc le diagnostic il est exactement identique à celui des carnivores, c'est des tests à la fluorescéine. Et après vous rincez avec un nettoyant oculaire classique. Donc ça généralement ça peut être traumatique, hein. Ça peut être soit des griffures d'un autre lapin, soit un corps étranger végétal type un morceau de fond ou des pillets qui est venu se loger sur l'œil et puis qui a fait corps étranger. On a très souvent des surinfections bactériennes, éventuellement un Pseudomonas aeruginosa. Et puis on peut avoir aussi, on va le voir, on peut avoir des ulcères qui sont secondaires à des exophthalmies. Tout simplement parce que déjà le lapin a un gros globe oculaire avec une cornée qui est très étendue. Alors si par-dessus on lui rajoute une exophthalmie, les paupières peuvent plus se fermer et en fait il termine avec des ulcères cornéens linéaires comme vous avez sur la photo en bas à droite. Donc ça fait des ulcères linéaires vraiment qui prennent la fluo vraiment juste de façon juste à l'endroit où il y a un défaut de recouvrement des paupières. Les uvéites du lapin, alors ça il faut y penser quand vous avez un lapin qui vient pour une inflammation généralisée en gros de l'œil, avec éventuellement la présence d'un hypopion ou d'un abcès dans la chambre antérieure de l'œil, voire postérieure, et puis éventuellement un œdème cornéen, un panus cornéen, et parfois dans certains cas une aneuphthalmie. Donc tous ces signes-là, ça doit vous faire penser à une uvéite, et chez le lapin, les deux principaux agents étiologiques d'uvéite, c'est les bactéries, avec encore une fois Pastorella multocida, et puis Encephalitosun cuniculi, qui est un parasite qui peut entraîner des uvéites. Donc en gros, pensez uvéite quand vous avez un lapin qui arrive avec ces symptômes, et puis pensez que ça peut être bactérien ou parasitaire. Et la cataracte du lapin, alors la cataracte du lapin, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un symptôme de diabète sucré. Ce n'est pas un symptôme de diabète sucré comme ça peut l'être chez les carnivores.
En fait, le diabète sucré, ça n'existe pas vraiment chez le lapin de compagnie spontanément, c'est plus des modèles expérimentaux. Ça existe en gros en expé chez les lapins d'expé, mais ça apparaît pas vraiment spontanément sur des lapins de compagnie. Donc globalement, les cataractes du lapin, elles peuvent être soit chez le lapin de compagnie, elles peuvent être soit vraiment juvéniles et génétiques, soit séniles et apparaître avec l'âge, soit encore une fois être d'origine parasitaire avec le même parasite, Encéphalitosun cuniculi. Donc là, c'est exactement là, en gros, ça va se traduire cliniquement par une opacification du cristallin. Ça se diagnostique comme sur un chien ou un chat. Donc, si vous essayez de diagnostiquer une cataracte sur un chien ou un chat, ça va le faire sur un lapin, c'est les mêmes signes cliniques. Donc au niveau oculaire, il y a vraiment, la sémiologie est vraiment la même à ce niveau-là, quoi. Enfin, les exophthalmies. Donc quand elles sont unilatérales, il faut vraiment suspecter des abcès dentaires. Alors ça, généralement, c'est gravissime pour deux raisons. Premièrement, parce que généralement, l'œil prend des dégâts du fait que ça va entraîner une kératoconjonctivite sèche avec un ulcère généralement important. Et puis deuxièmement, parce que très souvent, il y a un abcès qui se forme derrière l'œil. C'est des abcès difficiles à cureter du fait de leur emplacement anatomique. Et puis en plus, pour avoir accès à l'abcès, il faut souvent faire une énucléation. Donc le pronostic pour l'œil, en cas d'exophthalmie d'origine dentaire, il n'est pas très bon. Et pour le lapin d'ailleurs, il n'est pas forcément très bon non plus, parce qu'on peut avoir des fois des abcès très importants. Alors comme sur la photo, c'est comme sur la série de photos que vous avez en bas. Vous avez le lapin pendant l'examen clinique et puis avec une exophthalmie unilatérale gauche, et pour vous montrer en gros l'aspect que ça a à l'autopsie, en fait c'est des orbites qui se remplissent en fait de pus et puis d'un abcès très très purulent, voire avec une métaplasie osseuse qui se forme et puis qui en fait vont repousser complètement l'œil. Donc globalement ça entraîne des dégâts assez importants, on va dire déjà au niveau dentaire et puis au niveau de l'œil secondairement. Donc un œil en exophthalmie, pensez problème dentaire chez le lapin, même si évidemment il y a d'autres causes rapportées dans la littérature qui sont plus rares, qui peuvent être tumorales ou parasitaires. Pensez que généralement, dans 99% des cas, c'est dentaire. Et ça se finit généralement avec une chirurgie, une extraction dentaire et ou une énucléation. Je vais baisser un peu. Pas ça. C'est bon comme ça? Après avoir fait l'examen ophtalmo, alors on va faire l'examen dentaire qui se fait en 3 temps. Et le premier temps qui est très important à faire chez le lapin, c'est de bien palper les maxillaires et les mandibules symétriquement. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de repérer des gonflements et des défauts de symétrie. C'est hyper important à faire chez le lapin parce qu'il est très prédisposé aux abcès dentaires. Et simplement, le fait de faire cette palpation-là, ça va vous permettre de les dépister assez rapidement. Ça permet également de vérifier la symétrie de la face, vérifier donc qu'il n'y ait pas de gonflement type abcès, et puis on peut avoir des gonflements qui ne sont pas des abcès dentaires, qui sont parfois simplement des abcès cutanés, voire des inflammations de glandes salivaires ou des tumeurs, on va le voir après. Alors, globalement, donc un gonflement de la face, ça doit vous évoquer un abcès dentaire. Donc ça c'est quand même la cause majeure, donc ça peut être maxillaire ou mandibulaire et généralement c'est dur parce que il peut arriver que en gros la coque de l'abcès s'ossifie secondairement, donc ça fait une métaplasie osseuse tout autour du pus et en fait ça peut avoir vraiment une consistance dure comme si vous aviez vraiment de l'os, donc ça peut faire des masses très très dures avec des consistances osseuses. On peut avoir aussi des abcès sous-cutanés, donc ça c'est possible aussi, des abcès qui sont parfois pas du tout d'origine dentaire, tout simplement parce que la face c'est un lieu de trauma quand même important. Et puis on peut avoir des tumeurs, alors c'est le cas du lapin en bas qui avait un sarcome des tissus mous, qui était infiltrant à la jugulaire, la carotide et puis à la trachée. Et puis on peut avoir aussi parfois des inflammations de glandes salivaires, donc des cyanoadénites, là c'est ce qu'on voit sur la photo, sur la photo en bas au milieu. Mais retenez que la plupart du temps, un gonflement facial chez un lapin, c'est un abcès dentaire. Donc encore une fois, il faut aller faire un examen dentaire, au moins visuel, et voire radiographique par la suite. Ensuite, on poursuit l'examen en regardant les narines. Alors, principales anomalies qu'on peut avoir au niveau des narines, en gros, c'est le jetage. Et c'est généralement un signe de coryza chez le lapin. Et les coryzas du lapin, ils sont bactériens. C'est pas viral, c'est vraiment purement infectieux bactérien. Le lapin, donc, c'est un respirateur nasal strict, comme les rongeurs d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est un animal dont la conformation du pharynx et de la glotte fait qu'ils peuvent pas, de l'épiglotte, fait qu'ils peuvent pas respirer correctement par la bouche. Donc ils ne respirent que par le nez. Donc il faut vous imaginer qu'un lapin qui a une rhinite chronique purulente, ça va lui entraîner rapidement une obstruction des narines et une dyspnée.
Donc c'est très important à prendre en compte, et la fréquence des pathologies respiratoires est telle qu'il faut vraiment que vous vérifiez toujours les narines pour rechercher éventuellement du jetage qui n'aurait pas été objectivé par les propriétaires. Alors chez le lapin ça se voit assez bien, mais chez les rongeurs parfois les gens ne le voient pas, parce que c'est des animaux avec des toutes petites narines, des fois c'est juste des petites fentes, donc il faut vraiment bien les regarder, limite avec un petit otoscope, pour bien vérifier que vous n'avez pas de jetage séreux ou purulent à l'entrée des narines. On va vérifier donc qu'il n'y ait pas de jetage, pas de souillure. Alors parfois ça peut faire une souillure du nez quand c'est vraiment chronique et qu'on a un écoulement important, là, comme sur la photo que vous avez à gauche. Et puis très souvent ça va se communiquer aux antérieurs parce que le lapin il fait sa toilette et puis sur des rhinites vraiment chroniques très très purulentes, il va avoir une souillure en plus des antérieurs. On va rechercher à l'audition des éventuels bruits respiratoires. Alors le plus souvent c'est des éternuements, mais ça peut être aussi des sifflements, des ronflements. Donc tout ça signe une obstruction des cavités nasales. Et puis globalement, il faut penser que la plupart du temps, c'est des coryza bactériens. Et les germes qu'on va trouver, donc c'est ceux qui sont cités sur le PowerPoint. On a beaucoup de Pasteurellose, donc à Pasteurella multocida, des Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Alors en fait, il y en a d'autres, mais retenez déjà ces 4-là parce que c'est globalement les plus fréquents. Il faut aussi penser. Alors, autre chose à savoir, qui n'est pas une maladie respiratoire mais une maladie cutanée, le lapin il peut faire de la syphilis à Treponema cuniculi. Alors c'est pas du tout le même agent que chez l'humain, donc c'est pas une zoonose, mais globalement ça va entraîner des croûtes et des ulcères au niveau de la face. Donc il faut y penser si vous avez un lapin qui vient avec des croûtes et des ulcères au niveau de la région labiale, périnasale, voire au niveau des paupières, et il faut aller vérifier au niveau des organes génitaux. Parce que généralement c'est une bactérie à la base plutôt à localisation génitale, et en fait le lapin en se toilettant, en gros il se toilette ses organes génitaux avec sa langue et puis avec son museau, et en fait il va se contaminer secondairement les muqueuses faciales. Donc ça il faut y penser si vous avez un lapin qui a des ulcères et des croûtes au niveau facial et au niveau génital. Donc là globalement le diagnostic déjà il est globalement clinique, et c'est ce que vous avez sur la photo en bas à droite. Là c'est un lapin qui avait de la syphilis. Alors ça donne vraiment des lésions faciales, palpébrales, périnasales et puis labiales et également génitales. Alors il faut quand même savoir que c'est des animaux qui ne sont pas forcément très symptomatiques sur le plan respiratoire. Alors par exemple là sur la photo vous avez un lapin qui venait uniquement pour une hyperthermie et une anorexie depuis 24 heures, et en fait qui avait un abcès pulmonaire qui faisait à peu près 6 cm de diamètre. Et pourtant ce lapin-là, il n'avait eu aucune rhinite préalable, ni aucun signe de détresse respiratoire ou d'insuffisance respiratoire. Donc ces animaux-là, et là on ne va pas le traiter aujourd'hui, mais a fortiori certains rongeurs comme les rats, ils ne sont pas toujours très symptomatiques, et il faut parfois avoir recours à la radiographie pour diagnostiquer certains problèmes respiratoires, et ils font très souvent des bronchopneumonies qui sont purulentes avec des abcès parfois très importants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les abcès du lapin, c'est souvent du pus très épais avec des coques conjonctives très organisées autour du pus. Donc c'est des abcès très compliqués à drainer. Donc il faut s'imaginer que quand c'est des formes d'abcès internes de ce type-là, le pronostic il est très mauvais. Donc ça peut être des complications ou aller de pair avec des rhinites comme on a vu sur les photos précédentes. Alors l'examen de la cavité buccale et des dents, alors il est encore plus important à faire chez le lapin et chez les rongeurs que chez les autres espèces du fait de leur conformation dentaire. Donc la formule dentaire du lapin c'est 2, 1, 0, 0, 3, 2, 3, 3. Donc globalement il a 28 dents qui vont pousser pendant toute sa vie. Donc à la base, en fait, c'est pas un handicap. Normalement, c'est fait pour être adapté à la mastication d'aliments très très fibreux et qui entraînent des usures des dents. Donc en fait, dans la nature, en fait, c'est un point fort. Ils ont des dents qui se renouvellent en permanence pour compenser l'usure qui se forme au niveau de leur table dentaire parce qu'ils mastiquent des fibres en permanence toute la journée. Alors le problème c'est qu'en captivité, en fait c'est la problématique inverse. Le lapin n'a pas à chercher sa nourriture, la nourriture elle est apportée directement et elle n'est pas toujours de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours assez riche en fibres. Donc en fait cet élément qui est un point fort dans la nature, il devient un point faible en captivité parce que globalement avec une alimentation inadaptée, ils vont avoir des croissances dentaires qui vont se faire anarchiquement avec ce qu'on appelle des malocclusions, c'est-à-dire des défauts de positionnement des dents. Donc globalement, c'est une adaptation naturelle, mais en captivité, ça devient limite un handicap. Donc globalement,
on va vérifier les incisives, simplement en écartant les lèvres pour aller regarder leur positionnement, leur taille relative. Et puis ensuite, on va aller regarder à l'autoscope les prémolaires et les molaires. Donc on utilise un otoscope tout simple pour carnivore. Et en fait, on va passer entre les lèvres et les dents au niveau du diastème. C'est l'endroit où il n'y a pas de canine. Et on va pouvoir aller regarder les prémolaires et les molaires et vérifier. On voit une bonne partie des lésions quand même à l'autoscope. Ça permet de diagnostiquer des malocclusions qui vont se caractériser soit par des points de dentaire, soit par des défauts de croissance, des hyperélongations, donc en fait des dents qui poussent anarchiquement. C'est très très fréquent chez le lapin. Donc la malocclusion dentaire, c'est la pathologie dentaire numéro 1 du lapin. Et généralement, les deux composantes qu'on a, c'est des composantes alimentaires, donc des lapins nourris avec trop de granulés et pas assez de fibres, et des composantes génétiques, donc des petits lapins nains avec des têtes tout écrasées. Alors quand vous avez les deux en même temps, bah là c'est bingo, malheureusement, ils ont un risque supplémentaire de développer des malocclusions dentaires. Donc les malocclusions elles peuvent être incisives, donc vraiment purement toucher les incisives. Alors dans ce cas-là, elles peuvent être congénitales, c'est-à-dire on peut avoir des formes de prognatisme congénitaux chez des lapins avec des têtes très très écrasées qui ont des prognatismes parfois dès la naissance et puis pour lesquels les signes cliniques vont apparaître en général vers 5-6 mois, ou parfois ça peut être des malocclusions acquises suite à d'autres problèmes, soit des fractures de dents, soit des malocclusions des prémolaires ou des molaires. Donc ça va se gérer par des coupes ou des limages, voire mieux une extraction complète des incisives dans la plupart des cas, quoi. Et le lapin arrive à manger sans ces incisives. Donc les incisives du lapin elles servent à découper et les prémolaires et les molaires servent à broyer. Donc en fait un lapin qui a plus d'incisives suite à une extraction, il peut quand même continuer à manger parce qu'il va broyer les aliments avec ses prémolaires et les molaires, il peut juste plus les couper. Donc c'est-à-dire que tous les aliments compacts comme les légumes, en fait il faut les couper en petits morceaux pour qu'il puisse les prendre avec ses lèvres et les broyer avec ses dents, avec ses prémolaires et ses molaires. On peut également avoir donc des malocclusions, donc des dents jugales, donc c'est-à-dire des prémolaires et des molaires. Donc auquel cas ça va se traduire par des excroissances, des élongations, des pointes, avec généralement des complications d'ulcères et d'aftes au niveau des muqueuses, parce que le lapin a les dents qui poussent naturellement inclinées vers la joue pour les dents du haut et vers la langue pour les dents du bas. Donc un lapin qui a une malocclusion avec une hyperélongation des couronnes, en fait il va se retrouver avec des ulcères sur la langue ou sur la joue, voire parfois à ces deux endroits. Donc ça va se traduire, la plupart du temps quand c'est des ulcères linguaux, ça va se traduire par des hypersalivations. Donc c'est le lapin que vous avez là sur la photo en bas à gauche. Quand vous avez une hypersalivation sur un lapin, c'est quasiment pathognomonique d'un ulcère à la langue. Généralement c'est des lapins qui ont des points de dentaire qui vont frotter sur la langue, entraîner des ulcères chroniques qui sont d'une part très douloureux, donc généralement ça entraîne une dysorexie ou une anorexie, et puis en plus ça va entraîner la plupart du temps une hypersalivation. Je ne sais pas si vous le voyez sur la photo qui se trouve en bas à droite, mais globalement vous avez une pointe dentaire qui vient frotter sur la langue et puis créer une dépression là, qui est un petit ulcère. Donc tout ça, ça va se traduire par des troubles de l'appétit, des hypersalivations, des douleurs à la mastication, des lapins irritables qui détestent qu'on les touche au niveau facial. Et puis la complication classique, c'est l'absédation dentaire, c'est-à-dire on peut avoir des déformations des racines dentaires avec des surinfections de la racine et puis une apparition d'abcès sur les maxillaires ou les mandibules en fonction de la dent qui est touchée. L'examen des conduits auditifs, alors il se fait d'abord tout simplement visuellement et puis ensuite à l'autoscope. Alors les deux grands types d'otites chez le lapin, c'est la gale parasitaire Apsoroptes cuniculi. Donc là c'est ce que vous avez en photo. Alors ça se reconnaît très très bien, c'est très facile à diagnostiquer. Ce sont des lapins souvent avec des otites bilatérales dont le pavillon des oreilles va contenir un cérumen qui est très très noir, des feuillets de croûte marron très très sèches dans les pavillons des oreilles, et c'est prurigineux la plupart du temps. Et le parasite il est très facile à mettre en évidence, il suffit de récupérer quelques feuillets de croûte et de les regarder au lactophénol au microscope et ça se diagnostique très très facilement. Donc ça faut y penser vraiment quand vous avez des feuillets de croûte dans les oreilles prurigineux, marron, disposés en petites lamelles comme sur la photo. La plupart du temps ça c'est des otites parasitaires Apsoroptes cuniculi, donc c'est de la gale d'oreille. Et on peut également avoir des otites bactériennes, alors encore une fois à Pasteurella. Alors ça c'est souvent
pas vraiment c'est souvent plus des otites moyennes que des otites externes, et c'est souvent des lapins qui viennent pour des syndromes vestibulaires avec des infections bactériennes de l'oreille moyenne qui sont liées à des problèmes respiratoires chroniques, avec des germes qui remontent depuis le rhinopharynx jusqu'à l'oreille moyenne par les trompes d'Eustache. Donc ça, généralement, les otites bactériennes du lapin, c'est plus souvent des otites moyennes avec des syndromes vestibulaires, et c'est souvent secondaire à des problèmes infectieux chroniques au niveau du nez ou de la bouche. Alors, parfois, on peut avoir des absédations. Alors, comme sur la photo en haut à gauche, vous avez un abcès à collecter dans le pavillon de l'oreille, voire parfois c'est des otites purulentes comme celle que vous avez en photo en bas à droite. Alors au niveau du tégument, il y a énormément de maladies cutanées chez le lapin, donc on ne va pas tout détailler ici, mais on va balayer en gros les plus fréquentes. Ils font beaucoup de maladies infectieuses et parasitaires. Alors globalement, le lapin il mue. Normalement ils muent 2 fois par an, mais en fait chez les lapins de compagnie c'est beaucoup plus anarchique que ça, parce que leur cycle pileux, en tout cas leur mue est plus du tout calé sur les saisons comme pour les lapins sauvages, donc c'est souvent anarchique et c'est pas forcément calé précisément sur le printemps et puis l'automne. Alors une chose importante à savoir, c'est que le lapin donc il se toilette, il est propre, mais en fait il peut pas vomir, donc en fait quand il va ingérer des poils lors de son toilettage, il peut pas les vomir comme un chat, donc ils sont prédisposés à faire des trichobézoars au niveau gastrique, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'éjecter les poils qu'ils ingèrent. Donc la plupart du temps ça passe bien et c'est éliminé dans les selles, et puis c'est fréquemment et puis ils peuvent faire fréquemment des trichobézoars au niveau de l'estomac, et parfois ces trichobézoars ils peuvent être responsables d'occlusion du pylore avec des dilatations gastriques secondaires qui sont extrêmement graves et mortelles. Donc ça c'est une chose à prendre en compte. Et puis ils ont une zone physiologique légèrement allopécique, mais de façon tout à fait normale en arrière du cou. Donc en fait en arrière du cou du lapin, derrière les oreilles, il y a une zone où la peau est plus fine et où il y a un petit peu moins de poils. Donc ça à prendre en compte au niveau des maladies parasitaires, parce qu'ils ont c'est fréquemment à cet endroit-là qu'on va trouver des chélétiels, des pseudogales, voire des puces. Donc cet endroit-là, c'est important de le vérifier pour vérifier la présence éventuelle de parasites. Donc beaucoup de dermatoses, surtout bactériennes et parasitaires, et en dermatose bactérienne, c'est essentiellement les abcès. Donc quand vous recevez un lapin en consultation pour une masse cutanée ou une masse sous-cutanée, votre première hypothèse c'est abcès, parce que la plupart du temps c'est des abcès, et la caractéristique des abcès du lapin, c'est d'avoir un noyau central qui est fait d'un pus qui est très très épais et qui se draine très difficilement, et qui est fait à l'extérieur d'une coque très fibreuse et très épaisse et imperméable aux antibiotiques. Donc ça veut dire qu'il faut penser aux abcès quand vous avez une masse sur un lapin, et il faut penser que la plupart du temps ça va finir en chirurgie, parce que c'est très compliqué de les drainer autrement, et généralement on est obligé de les enlever en masse en enlevant la coque et le pus dans leur totalité. Alors ça peut être à différents endroits, on peut en avoir au niveau de la face, au niveau du cou, on peut en avoir sur les flancs, donc vraiment on peut en avoir énormément de localisations et avec des tailles extrêmement variables. Par exemple sur le lapin en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait il avait un abcès à peu près de la taille d'un pamplemousse, quoi. Donc même sur des petits lapins, des fois ça peut atteindre des tailles énormes. Et ça peut être confondu à tort, pour quelqu'un qui ne fait pas de lapin, ça peut être confondu à tort avec une tumeur. Et en fait c'est pas une tumeur, c'est un abcès. Alors éventuellement pour faire le diagnostic différentiel, vous pouvez cytoponctionner. C'est pas toujours facile de ponctionner un abcès parce que le pus est très épais. Donc très souvent il faut ponctionner avec des aiguilles d'assez gros calibre, des aiguilles vertes ou roses, pour pouvoir arriver à aspirer un petit peu de pus et puis différencier un abcès d'une tumeur. En dermatose fongique, alors on a principalement les dermatophytoses, donc la teigne. Alors l'agent principal de teigne chez les lapins et les rongeurs, c'est Trichophyton mentagrophytes, et on peut avoir aussi des microsporums. Donc ça va surtout atteindre la face, donc les oreilles, le pourtour du nez et puis des lèvres. On peut en avoir aussi aux extrémités des doigts, et on peut avoir des formes qui évoluent sous forme de chérions. C'est en fait des masses suppurées qu'on peut avoir au niveau de la face. Donc comme sur la photo en bas à gauche, ça peut faire vraiment des masses suppurées inflammatoires très très délabrantes, mais qui se guérissent, qui peuvent se guérir avec un traitement antifongique adapté. Donc zoonose, c'est-à-dire qu'on met des gants et puis on prévient les gens qu'il ne faut pas trop manipuler le lapin le temps de son traitement et puis le temps d'avoir guéri sa teigne. Au niveau parasitaire, le lapin est sensible aux puces du chien et du chat.
Donc on va les trouver très souvent au niveau du chanfrein, du garrot ou des oreilles. Et très souvent, donc, elles vont se loger dans les endroits où la peau elle est facile à piquer. Très souvent, c'est le bord interne du pavillon, voire le garrot. On peut avoir des chélétielloses à Cheletiella parasitovorax chez le lapin. Donc ça va entraîner la plupart du temps des dépilations et puis des squames sur la zone sur la ligne du dos. On peut avoir des pseudogales à Leporacarus gibus, qu'on appelle aussi l'Istrophorus gibus. Donc c'est pareil, c'est un petit acarien responsable de pseudogales. Ça va se traduire globalement comme de la chélétiellose. C'est un lapin qui vient en consultation pour un squamosis et puis des dépilations diffuses de la ligne du dos. Et puis on peut avoir l'été les miases. Alors ça c'est le gros problème de l'été, les lapins qui vivent en extérieur et qui ne sont pas soignés, c'est les lapins pleins de poils, pas brossés, avec plein de poils qui leur collent à l'arrière-train, et puis plein de poils, et puis après plein de crottes, et puis après plein de vers. Donc ça faut y penser l'été quand vous avez des lapins vivant en extérieur. On peut avoir des fois des complications de miase et ça apparaît très très rapidement et ça peut faire des dégâts également très rapidement. Et c'est pas très ragoûtant à soigner. Donc, Et puis après, on peut avoir tout un tas d'affections traumatiques. Alors là, la plupart du temps, c'est les lapins qui se font attaquer, soit par des chats quand ils vivent en extérieur, soit par un autre lapin quand c'est deux lapins mâles non castrés qui s'entendent pas. Donc on peut avoir, alors là, c'est vraiment purement de la traumato, c'est des plaies de griffures, des plaies de morsures. Alors des fois, ça peut être très important. En haut à gauche, là, c'est juste une bagarre entre deux lapins. Donc là, c'est arracher tout un morceau de menton. Et puis alors les tontes. Donc là, il faut faire très attention sur les tontes de lapins, parce que globalement les lapins, ils ont la peau qui est très fine, notamment au niveau des organes génitaux et du scrotum. Donc quand vous tondez un lapin pour une castration, ne le castrez pas avec la tondeuse. Faites attention. Parce que la peau est très fine et sur des tontes de bourre de poil ou des tontes pré-opératoires, on peut avoir facilement des découpes impromptues de la peau. Donc faites très attention parce que la peau est fine et notamment au niveau du périnée. Alors, l'auscultation du lapin. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le lapin, anatomiquement, en fait, il a une petite cavité thoracique. En gros, il est fait pour repérer le prédateur et sprinter vers son terrier. Donc, en fait, le lapin, il a une petite capacité respiratoire. C'est des animaux avec des petits thorax, des grandes fréquences respiratoires, des grandes fréquences cardiaques. Donc, les auscultations et les examens radiographiques, ils sont plus compliqués chez cette espèce que chez les carnivores. Et ce qu'on va voir également, c'est qu'ils ont, et en parallèle, ils ont des gros abdomens parce qu'ils ont un tube digestif qui est très développé. Donc globalement, l'auscultation et l'examen radiographique est un petit peu plus compliqué que chez les carnivores. Par contre, la palpation abdominale se fait bien parce qu'ils ont des gros abdomens avec un gros tube digestif et généralement, on peut palper pas mal de choses et on peut repérer beaucoup de choses à la palpation abdominale. On va chercher les mêmes anomalies que chez les carnivores, des souffles, des arythmies, des tachycardies, des bradycardies pour ce qui est problème cardiaque, des sifflements, des crépitements, des bruits respiratoires pour tout ce qui est bronchopneumonie. Je ne vais pas détailler parce que la pathologie cardiaque du lapin, c'est quand même beaucoup moins, on va dire, fourni en termes de... C'est beaucoup moins important à connaître que chez les carnivores. En fait, l'auscultation, ça permet surtout de dépister les problèmes respiratoires, parce que ça, c'est très très fréquent. Les bronchopneumonies infectieuses chez le lapin, on en a régulièrement. Donc c'est important de les ausculter, surtout pour les problèmes respiratoires. Alors les pneumonies du lapin, elles peuvent être bactériennes, donc ça c'est les cas les plus fréquents avec les mêmes germes que ceux qu'on a cités tout à l'heure pour les rhinites. Et puis on peut aussi avoir des pneumonies par corps étranger, donc là je l'ai mis parce qu'on en a eu un cas cette année, et même pas sur une fausse déglutition de gavage, un lapin qui avait inhalé un corps étranger végétal et ça va entraîner des pneumonies qui sont généralement très difficiles à récupérer. Donc là vous avez les images d'autopsie. Et puis les images histo, donc on avait des corps étrangers végétaux, c'est les grands corps linéaires que vous avez sur la photo d'histo là. Donc on peut avoir parfois des pneumonies par corps étranger, notamment des corps étrangers végétaux, ou parfois c'est des pneumonies par fausse déglutition sur des gavages mal réalisés sur des animaux hospitalisés. Donc il faut faire très attention quand vous les gavez parce que parfois ils sont tellement abattus qu'ils n'avalent pas aussi rapidement qu'on voudrait. Et il faut faire très attention sur les gavages de ne pas les gaver trop rapidement pour éviter les pneumonies par fausse déglutition. La palpation abdominale du lapin, donc elle se fait assez bien parce que la cavité abdominale est assez large. Et puis ils ont quand même, il y a énormément de choses qu'on peut repérer à la palpation. Donc ce qu'on repère surtout à la palpation chez le lapin, c'est les calculs urinaires qui peuvent toucher les deux sexes, les tumeurs de l'utérus chez les femelles, et après les stases et les impactions en fait gastriques ou sécales.
Alors ça, c'est vraiment les 3 choses qu'on va rechercher. On peut également palper les reins au niveau lombaire comme sur les chats, comme si vous aviez un petit chat, la vessie. Donc on va surtout rechercher des problèmes digestifs, des problèmes urinaires et puis des problèmes à l'utérus chez les femelles. Donc en gros, c'est exactement le même type de palpation que sur un petit chat, c'est-à-dire que vous palpez du sens crânial ou caudal, successivement le foie, l'estomac, les anses digestives, la vessie, et après on finit par palper les reins au niveau lombaire. Alors, voilà un petit peu les anomalies qu'on peut trouver à la palpation. Donc on va pouvoir trouver des anomalies au niveau de l'estomac, donc des dilatations aériques anormales, notamment, donc en gros, des dilatations gastriques. Donc ça, c'est souvent lié à des trichobézoaires chez le lapin. Ou alors des impactions. Alors les impactions, c'est le contraire, en fait, c'est un estomac qui se remplit d'un contenu digestif qui est déshydraté. La plupart du temps, c'est suite à un arrêt de transit. Donc là, c'est souvent des estomacs qui, du coup, sont très très durs à la palpation et très compacts, remplis d'un contenu très très solide. On peut avoir les mêmes anomalies au niveau du cæcum, qui est très très volumineux chez le lapin. Alors au niveau de la vessie, on va chercher tout ce qui est douleur ou alors consistance un peu dure ou caoutchouteuse quand on va avoir des cystites ou des consistances un petit peu sableuses. Alors ça, c'est quand on a des lapins qui ont des urines très très épaisses et très remplies de cristaux de calcium. Et puis au niveau de l'utérus, normalement l'utérus physiologiquement il se palpe pas, on le palpe uniquement quand il y a une gestation ou quand il y a quelque chose de pathologique type tumeur ou pyomètre. Alors, la palpation de l'estomac. Alors, on peut détecter parfois des estomacs qui sont en gros dilatés. Donc, c'est les mêmes symptômes que chez le chien. C'est un estomac dilaté, généralement un lapin qui arrive en état de choc. Et puis, avec un tympanisme abdo. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous tapez l'estomac, quand vous faites une percussion sur l'estomac, ça vous envoie un bruit aérique. Donc, ça, généralement, chez le lapin, c'est une urgence. Et généralement, ça finit rarement bien. Parce que généralement ils arrivent en état de choc et en plus c'est pas des très bons candidats à la chirurgie digestive les lapins. Donc tout ça fait que malheureusement les dilatations de l'estomac chez le lapin c'est encore plus grave que chez le chien et c'est très compliqué d'arriver à les manager et à les récupérer. Donc la plupart du temps on a des corps étrangers pyloriques et ça peut être des trichobézoaires, des accumulations de poils liées à des ingestions de poils lors du toilettage. On peut avoir des impactions de l'estomac. Les impactions, donc du coup, c'est pas du contenu aérique, là c'est vraiment du contenu alimentaire très très solide. Donc là, en fait, on va palper un estomac qui est très très dur et très très volumineux. Alors ça, c'est généralement lié à des arrêts de transit. C'est des lapins dont le transit digestif s'est arrêté pour une raison X ou Y, douleur, stress, maladie intercurrente. Et puis en fait, le contenu digestif se déshydrate, il sèche et en fait, ça s'accumule dans l'estomac et ça peut plus se vider au niveau du pylore. Donc en fait, globalement, ça se palpe bien. C'est un estomac qui est vraiment dur et impacté à la palpation. Au niveau du cæcum, on peut sentir globalement les mêmes anomalies, soit des cæcums dilatés avec de l'air, soit des cæcums impactés avec du contenu très très dur et très très dur et puis fibreux. L'examen des crottes, du coup, il est important à faire, parce que s'il n'y en a pas, c'est que vous avez un arrêt de transit, et si vous en avez des petites sèches comme sur la photo en bas à droite, c'est que là, il y a une diminution de transit et qu'il y a certainement un problème digestif derrière. C'est-à-dire que le lapin, au lieu de faire des belles crottes rondes sèches en grande quantité, il va vous faire des petites crottes minuscules, des toutes petites crottes de souris, toutes dures, toutes sèches, qui sont signes d'un dérèglement digestif. Donc c'est important de regarder en parallèle de votre examen de l'appareil digestif la qualité des crottes. Est-ce qu'il y en a, et s'il y en a, est-ce qu'elles sont normales ? Autre chose, les calculs urinaires. Donc ça se traduit généralement par des signes en gros. Alors c'est les signes classiques de cystite du chat. C'est pollakiurie, dysurie, hématurie, strangurie. Donc ça, parfois c'est pas toujours objectivé, parce que les gens sont pas derrière le lapin pour voir comment il fait pipi. Donc du coup, parfois ça passe inaperçu. Donc palpez bien toujours vos lapins en consultation. Notamment si vraiment il y a des commémoratifs de problèmes urinaires, parce que les calculs vésicaux ça se sent bien, c'est généralement des gros calculs ronds qui font à peu près 1 cm, comme sur la radio que vous avez, donc là ça se sent vraiment bien à travers la peau, à travers l'abdomen, par la palpation ça se dépiste très facilement. Ce qui se dépiste facilement, c'est les calculs vésicaux, les calculs de l'urètre chez les mâles, qui peuvent être aussi gros que ça et situés en arrière du pénis, un petit peu comme les bouchons que font les chats bouchés. Donc c'est généralement juste à la sortie du pénis que ça bloque, enfin on va dire 1 cm avant le pénis. Donc ça se sent très bien, mais vraiment en zone basse. Et puis après, pour ce qui est calculs rénaux et urétéraux, ils peuvent en faire aussi, c'est plus rare. Mais là, la palpation abdominale, c'est très compliqué à dépister. Ça se diagnostique avec des examens d'imagerie. Donc généralement les calculs du lapin c'est des calculs de carbonate de calcium et c'est généralement des calculs secondaires à des alimentations trop riches en calcium. Des mélanges de graines, des granulés avec des taux de calcium dépassant 1%.
Et généralement, ça se traite par chirurgie. Donc on peut avoir la même chose dans l'urètre. Donc là, vous avez l'aspect clinique, l'aspect radiographique, et puis l'urétro-stomie. Ou ça peut donc toucher les uretères, comme sur la photo là. Alors quand ça touche les uretères, souvent on a un méga uretère et puis une hydronéphrose par derrière. Donc c'est important de faire une échographie pour bien diagnostiquer les lésions rénales secondaires à ce moment-là. Et puis souvent on palpe un gros rein à la palpation abdo. Et puis on peut avoir aussi parfois juste des sabloses, donc c'est pas le stade calcul, c'est le stade urine rempli de urine concentrée en sédiments. Donc ça généralement déjà c'est des lapins qui ont des urines très pâteuses, très sableuses et qui font du plâtre en séchant. Donc c'est ce que vous avez sur les photos, c'est des urines qui sont quasiment qui sont vraiment très pâteuses et puis en séchant donnent une espèce de plâtre poudreux et puis parfois même ça se voit, parfois des fois sur des chirurgies ça se voit, on a des vessies des fois qui sont remplies d'urine très très épaisse, ça a cet aspect là en gros. Donc ça globalement c'est la même étiologie que pour les calculs, c'est juste une présentation clinique différente. Et enfin, une chose à retenir, toujours palper les femelles pas stérilisées qui viennent, même si elles viennent pour des bilans de santé ou des vaccins, surtout si elles ont plus de 4 ans, parce que les femelles pas stérilisées de plus de 4 ans, elles ont 3 risques, on va dire, ça c'est pas vraiment une chance, 3 risques sur 4 de faire une tumeur de l'utérus. Et parfois, c'est des tumeurs qui évoluent asymptomatiquement jusqu'à avoir métastasé. Donc en fait, c'est important de les dépister et ça se sent à la palpation. Normalement, la palpation abdominale du lapin, c'est souple et l'utérus ne se sent pas. Quand vous sentez une masse, alors là, c'est une lapine qui avait été dépistée pendant un vaccin, en fait, elle venait pour le vaccin et en fait, à la palpation abdominale, elle avait une masse et en fait, il s'est avéré que c'était une tumeur de l'utérus. Et c'est des tumeurs qui métastasent très tardivement, mais qui sont souvent peu expressifs sur le plan clinique. La plupart du temps, c'est des pertes hémorragiques ou un petit peu sanguinolentes. Et il n'y a pas toujours d'autres signes cliniques. Là, le dernier qu'on a eu en date, quand il est venu en consultation, ça avait déjà métastasé au cœur, au poumon, au surrénal et au rein. Et le lapin n'avait jamais eu d'autres symptômes avant d'arriver à ce moment-là. Donc c'est vraiment hyper important de palper les femelles de plus de 4 ans pas stérilisées pour les dépister. Donc l'aspect échographique, donc généralement on fait une écho pour rechercher les métastases éventuelles et puis pour vraiment confirmer la présence de la tumeur, une radiographie thoracique pour rechercher les métastases pulmonaires et puis ce qu'on peut avoir malheureusement parfois, donc c'est l'aspect que vous avez à l'autopsie, là vous avez des reins avec des métastases rénales sur la photo en haut à droite, donc, et puis souvent c'est des masses, ces masses utérines peuvent être, donc c'est généralement des adénocarcinomes de l'utérus qui peuvent être unis ou bilatéraux, ils peuvent toucher une ou deux cornes utérines. Enfin, pour terminer, on finit l'examen clinique par l'examen de la zone périnéale. Donc on va vérifier déjà le sexe du lapin, parce que c'est fréquent que les gens ne connaissent pas le sexe, ou pensent connaître le sexe, et en fait, il y a eu un mauvais sexage au moment de l'achat. Donc ça, c'est important à vérifier, parce qu'un lapin, un couple de lapins, il va vous faire des bébés toute l'année. La durée de gestation du lapin, c'est 1 mois. Donc c'est-à-dire que, puis à chaque coup marche. Donc c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'elles sont prises, elles ovulent et elles sont gestantes. Donc globalement, c'est la stérilisation, dans ce cas-là, elle est obligatoire. Donc on va rechercher des anomalies au niveau de la vulve, alors essentiellement des pertes, qui peuvent aller de pair avec soit des métrites, soit des tumeurs utérines, soit parfois même des hyperplasies glandulo-kystiques. On va vérifier le pénis et les testicules, donc pour rechercher éventuellement une infection des testicules, donc une orchite, une épididymite, un abcès. C'est assez rare chez le lapin de compagnie, parce que ce n'est pas des animaux qui sont mis à la reproduction. Après, il y a éventuellement parfois des masses type tumeur testiculaire, comme des leidigomes par exemple. On peut avoir aussi des plaies, des mycoses. On va regarder l'anus. Alors l'anus du lapin, en fait, il est situé donc juste en dessous l'organe sexuel. Donc souvent, il faut arriver à le décaloter un petit peu pour prendre la température, parce que c'est vraiment tout petit. Et souvent, il faut parfois appuyer un petit peu, parce qu'il y a des crottes juste au niveau de la sortie. Il faut les sortir avant que vous puissiez mettre votre thermomètre. Donc généralement, ça se fait assez bien chez le lapin. On prend la température assez facilement par rapport aux furets et aux rongeurs. Chez le lapin, ça se fait assez bien et on va le voir, c'est à peu près 38,5 à 39 leur température. Et on va regarder l'anus et on va vérifier qu'il n'y ait pas de souillure au niveau anal. Et chez le lapin, donc on a 2 petites glandes anales qui sont de part et d'autre en fait
de l'anus. Donc c'est des glandes qui sont en fait situées dans un repli de la peau et qui fabriquent une espèce de substance noirâtre qui est très très odorante. Alors il y a assez peu de maladies au niveau de ces glandes-là, parce que c'est pas des glandes fermées comme chez le chien et le chat. C'est pas des glandes fermées avec un canal, c'est vraiment des glandes qui sont situées dans un repli et qui se vident directement sur l'extérieur. Donc on n'a pas d'absédation, des glandes anales chez le lapin, tout simplement parce que la conformation anatomique en fait n'est pas la même. Et puis on va surtout donc chercher des signes de souillure urinaire, fécale, avec éventuellement des complications derrière de pyodermite. Alors sur le pénis et le testicule, on peut avoir plein d'atteintes. Donc je vous en ai mis quelques-unes en photo, mais globalement on peut avoir donc des tumeurs testiculaires. C'est ce que vous avez en bas à droite. Là, c'est un laïdigome sur un vieux lapin de 12 ans. On peut avoir des mycoses testiculaires, c'est ce que vous avez au milieu en bas. Donc souvent ça fait des sortes de petits kystes un peu de couleur nacrée. On peut avoir parfois des traumas. Alors les lapins mâles pas castrés, la plupart du temps en fait ils s'attaquent au niveau des parties génitales. Et parfois ils se font des plaies sur le pénis ou des coupures sur le pénis ou sur les testicules. Donc là c'est ce que vous avez en photo en bas, en haut à droite. C'est une morsure de lapin sur un autre lapin au niveau du pénis. Alors ça faisait une plaie de morsure. On peut avoir des infections. Alors là, c'est ce que vous avez en photo en haut au milieu. Donc on peut avoir, là, c'est un lapin qui avait un double abcès, un abcès des 2 testicules. Et puis on peut avoir parfois des hernies scrotales. Alors chez le lapin, l'anneau inguinal, il est très ouvert et les testicules, ils peuvent remonter dans l'abdomen. Mais du coup, le corollaire, c'est qu'en fait, on peut avoir des organes abdominaux qui passent dans l'anneau inguinal et qui rentrent au niveau scrotal. Donc là, notamment, en haut à gauche, là, le cas qu'on avait eu, c'était un lapin qui avait eu une hernie de la vessie dans le scrotum. Alors ça reste assez rare chez le lapin, mais ça peut arriver. Donc une masse sur un testicule, il faut penser hernie ou tumeur. Et donc les souillures, alors elles peuvent être des fois très importantes. Donc là, comme le lapin que vous avez vraiment tout à gauche, des fois c'est des défauts d'entretien sévères. Donc c'est des lapins qui font des mauvaises mues ou qui ont des problèmes de diarrhée chronique ou de selle molle chronique qui ne sont pas consommés, avec vraiment des fois des bourres de crotte au niveau des fesses, mais vraiment monumentales, et avec des complications de miase par la suite. On peut aussi avoir des souillures urinaires, donc c'est ce que vous avez sur la photo en haut au milieu. Et puis parfois, alors tous ces signes de souillure, en fait, il faut penser que ça peut être, si c'est une souillure urinaire, généralement il faut aller chercher une cystite ou un calcul qui fait que le lapin en fait fait pas pipi correctement, se met pas en position correctement et se fait pipi dessus. Quand vous avez une souillure fécale, alors là il faut déjà différencier une vraie diarrhée de ces cotrophes qui ne sont pas consommés, parce qu'en fait la plupart du temps les gens consultent pour de la diarrhée, en fait la plupart du temps c'est pas de la diarrhée, c'est que le lapin fait des crottes molles qui ne sont pas consommées. Donc en fait le lapin continue à faire à côté des crottes sèches, dures, normales, et à côté il ne consomme pas ses sécotrophes, et comme les sécotrophes c'est des crottes molles qui ont tendance à faire des espèces de grosses grappes toutes flasques et très très odorantes et vraiment avec une odeur très forte, c'est fréquemment confondu par de la diarrhée avec les gens, mais c'est pas de la diarrhée. Donc quand vous avez un lapin qui mange plus ses sécotrophes et qui arrive avec des bourres de crottes molles au niveau des fesses, il faut penser que ça peut être soit un problème digestif qui fait qu'il ne fabrique pas ses sécotrophes correctement, soit une alimentation pas adaptée qui fait qu'il fabrique des sécotrophes de mauvaise qualité et il ne va pas les consommer, soit ça peut être purement un problème orthopédique ou un problème de douleur qui fait que le lapin ne peut pas se plier et il ne peut pas aller se lécher, il ne peut pas aller manger ses crottes, quoi. Donc ça peut être par exemple un lapin qui a de la spondylose vertébrale, en gros il a de l'arthrose dans le dos et il ne peut pas se plier pour aller manger ses crottes. Ça peut être un lapin obèse, comme sur la photo en haut à droite. Donc les gros lapins béliers, parfois ils sont tellement balèzes qu'ils ne peuvent même pas plier naturellement pour aller manger leurs crottes molles. Et puis parfois ça peut être des problèmes de douleur abdominale. Alors par exemple un lapin qui a une tumeur abdominale, un calcul vésical, un calcul dans l'urètre, en fait il ne peut pas tout simplement pas se plier correctement parce qu'il est douloureux. Donc pensez que la souillure, il faut aller chercher exactement l'étiologie qui peut être digestive, alimentaire. Ou alors ça peut être un lapin qui a un problème de dents et puis qui ne peut pas consommer ses sécotrophes parce qu'il a mal à la bouche. Donc il y a énormément de causes possibles. Les pattes et les ongles, alors principale pathologie de la patte du lapin, l'épododermatite. Donc c'est des inflammations de la voûte plantaire. C'est généralement des lapins avec des activités physiques peu intenses, donc des gros lapins qui vivent dans des petites cages et qui du coup sont en permanence sur la plante de leurs pattes. Le lapin en fait il est plantigrade au repos, c'est-à-dire qu'en fait en gros il est toujours en appui sur la plante de ses pattes, il est digitigrade au déplacement. Donc un lapin qui fait rien de ses journées, en fait il est en permanence en appui sur ses postérieurs de façon plantigrade et en fait les reliefs osseux du lapin sont tels qu'ils ont tendance à faire des escarres en fait sous les pattes et généralement c'est localisé comme sur la photo en haut à droite, ça va faire des ulcères là au niveau
au niveau central de la patte. Alors on peut en avoir aussi sur les antérieurs, ça c'est vraiment important à prendre en compte et très souvent les pododermatites c'est dépisté tardivement, voire des fois c'est dépisté de façon fortuite, complètement par hasard lors de l'examen. Des fois les gens ne le savent même pas et puis ils viennent pour autre chose ou pour un vaccin et puis on regarde les pattes et en fait elles sont complètement ulcérées et là il faut vraiment revoir à ce moment-là complètement le logement du lapin, la litière, son poids, son alimentation, son exercice, etc., etc. La prise de température, alors là, il n'y a pas de nouveauté, ça se fait avec un thermomètre et de la vaseline, hein, donc là, il n'y a pas beaucoup de différence. La température du lapin, c'est généralement 38,5 à 39,5, alors généralement, c'est plutôt entre 38 et 39, parce que comme l'anus n'est pas très grand, qu'il faut généralement vaseliner le thermomètre et que souvent, il y a toujours 2-3 petites crottes dans l'anus, souvent la température, c'est rare que ça dépasse 39. Hein. La plupart du temps, c'est 38-39 à la prise au thermomètre. Quand il y a vraiment une vraie hyperthermie, c'est-à-dire quand ça dépasse 40, là, il faut vraiment s'inquiéter. Et d'ailleurs, même avant de mettre votre thermomètre, la plupart du temps, ça se sent avant, rien qu'à la palpation des oreilles du lapin. C'est en fait, les oreilles du lapin ça participent beaucoup à leur thermorégulation. Et en fait, très souvent, les lapins qui ont de la fièvre, ils ont des oreilles bouillantes. Hein. Donc même avant de prendre la température, c'est assez facile d'objectiver une hyperthermie sur un lapin. Généralement, c'est des lapins qui ont des oreilles très très chaudes. Et après, pour en être sûr, on prend la température. Alors une hyperthermie, c'est tout simplement généralement des infections, un coup de chaleur. C'est les mêmes étiologies que chez les carnivores. Et une hypothermie, ça peut aller de pair avec une déshydratation, un état de choc, une anesthésie. Donc là, vraiment, il n'y a pas beaucoup de différence. On est globalement sur les mêmes anomalies qu'en carnivore. Donc, en conclusion, beaucoup de problèmes de dents, beaucoup de problèmes digestifs, beaucoup de problèmes respiratoires. Au niveau urinaire, essentiellement des problèmes de troubles d'excrétion du calcium en grande quantité, soit sous forme de calcul, soit sous forme de sablose ou de boue vésicale. Et principale affection sexuelle du lapin, les adénocarcinomes de l'utérus chez les femelles de plus de 4 ans pas stérilisées. Plus vous consulterez vite un lapin, meilleur sera le pronostic. C'est-à-dire que c'est des animaux, si les propriétaires vous appellent pour dire « mon lapin ne mange pas », il ne faut pas lui dire « ah bah on verra ça en fin de semaine, il me reste de la place ». Non, il faut le voir tout de suite. Il faut essayer de le voir le plus rapidement possible, idéalement le jour même de l'appel, voire au plus tard le lendemain. Parce que ces animaux, ils font fréquemment des arrêts de transit, suite à des anorexies, suite à tout et n'importe quoi. Donc en fait, et malheureusement, plus vous les voyez tard, plus il y a un risque d'arrêt de transit, et il va falloir que vous gériez à la fois sa maladie initiale et à la fois la complication qui est liée à l'arrêt de transit. Donc la plupart du temps, essayez de les voir rapidement, et c'est encore plus vrai pour les rongeurs herbivores type cobaye et chinchilla, parce qu'ils se dégradent très rapidement au niveau digestif, même si à la base l'atteinte elle n'est pas digestive. Donc vraiment consultez-les rapidement, même si c'est pas toujours évident. Plus vous les voyez vite, meilleur est le pronostic. Voilà, petite pause.